Dans le calme feutré de Pinnerest Meadows, un quartier huppé aux pelouses impeccablement taillées et aux villas modernes, un vent d'automne caressait les feuilles dorées des chênes centenaires. Élise Dubois, une femme de 45 ans au port altier, se tenait dans l'allée de sa nouvelle demeure, un balai à la main. À peine installée depuis quelques jours, elle savourait la fierté d'être propriétaire, un rêve forgé par 2 décennies de service dans l'armée française. Colonel à la retraite, Élise avait commandé des unités dans des zones de conflit, affronté des tempêtes humaines et géopolitiques avec une rigueur inébranlable. Ce matin-là, vêtue d'un simple pull en laine bleu marine et d'un pantalon de jogging gris, ses cheveux bouclés ramenés en un chignon serré, elle s'attelait à nettoyer les feuilles mortes qui jonchaient son entrée. Chaque coup de balai semblait un acte de conquête, une manière de marquer ce nouveau chapitre de sa vie civile. La lumière douce du soleil d'automne baignait le quartier, et un silence apaisant régnait, seulement troublé par le chant lointain d'un merle. Pourtant, ce calme idyllique fut bientôt brisé par le ronronnement d'un moteur. Élise leva les yeux, son regard vif repérant une voiture de police noire et blanche qui ralentissait à l'approche de son portail. 3 officiers étaient à bord, leurs silhouettes se détachant dans l'habitacle. Instinctivement, elle resserra sa prise sur le manche du balai, un réflexe de vigilance forgé par des années sous pression. L'officier Martin Leclerc, au volant, était un homme robuste aux épaules larges et à la mâchoire carrée, dont l'autorité naturelle semblait renforcée par ses lunettes de soleil miroir. À ses côtés, Julien Caron, plus trapu, affichait un sourire narquois qui trahissait une assurance mal placée. Dans le siège arrière, Lucas Morel, le plus jeune, semblait mal à l'aise, ses yeux fuyants scrutant l'allée d'Élise avec une hésitation visible. « Regarde ça », murmura Leclerc à Caron, son ton teinté de méfiance. « On dirait qu'elle joue les propriétaires. » Caron ricana, son regard glissant sur Élise. « Peut-être qu'elle travaille ici, comme femme de ménage, suggéra-t-il, amusé. Morel, nerveux, se pencha légèrement en avant. « Et si c'était vraiment sa maison » proposa-t-il à voix basse, mais Leclerc l'ignora, arrêtant la voiture juste devant le portail. Élise posa son balai contre le mur, son visage impassible mais ses sens en alerte. Elle avait vu bien des confrontations dans sa carrière, mais celle-ci, dans l'intimité de son nouveau foyer, avait une saveur amère. Les portières s'ouvrirent, et Leclerc et Caron descendirent d'un pas décidé, leurs ceinturons cliquetant sous le poids de leurs équipements. Morel les suivit à contre-cœur, ses pas plus hésitants. Élise se redressa, son regard croisant celui de Leclerc. « Bonjour », lança-t-il, mais son ton était plus inquisiteur que courtois. « Qu'est-ce qui se passe ici » Élise haussa un sourcil, surprise par la question. « Je nettoie mon allée. » répondit-elle calmement, sa voix claire et posée, comme si elle s'adressait à un subordonné. Caron laissa échapper un ricanement. « Votre allée » répéta-t-il, incrédule, échangeant un regard avec Leclerc. Elle dit que c'est sa maison. Leclerc croisa les bras, ses lunettes réfléchissant la lumière du soleil. Vous permettez qu'on vérifie votre identité, juste pour clarifier les choses. Élise sentit une pointe d'irritation monter en elle, mais elle garda son calme, une discipline acquise sur les champs de bataille. Je n'ai rien à prouver, répondit-elle fermement. Ceci est ma propriété, et je n'ai rien fait de mal. Caron s'approcha, son sourire s'effaçant. Écoutez, on a eu des signalements d'activités suspectes dans le coin. Comment on peut être sûr que vous n'êtes pas juste, passez par là. Élise plissa les yeux, sa patience mise à rude épreuve. C'est ridicule. J'ai emménagé il y a 3 jours. Personne ne m'a signalé quoi que ce soit. Morel, mal à l'aise, se balança d'un pied sur l'autre. Peut-être qu'on devrait juste continuer notre patrouille. Murmura-t-il, mais Leclerc l'ignora. Si c'est vraiment votre maison, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on jette un œil à l'intérieur. Déclara-t-il, son ton durcissant. Élise croisa les bras à son tour, son regard perçant. Sans mandat, vous n'entrez pas. Leclerc s'avança, son visage crispé. Vous êtes sûr de vouloir jouer à ça ?
On veut juste vérifier. Pas besoin de compliquer les choses. À cet instant, une silhouette apparut au loin. Claire Beaumont, une voisine élégante d'une cinquantaine d'années, observait la scène depuis son jardin, un arrosoir à la main. Ses lunettes rondes et son chignon impeccable lui donnaient l'air d'une professeure à la retraite, mais son regard curieux trahissait son intérêt. Elle fronça les sourcils, posant son arrosoir pour mieux voir. Non loin, un jogger, Antoine Lefebvre, ralentit son allure. Jeune trentenaire au physique athlétique, il portait des écouteurs mais s'arrêta à quelques mètres, sortant son téléphone pour filmer discrètement. Élise, consciente des regards, garda son attention sur Leclerc. « Je connais mes droits, officier, dit-elle, sa voix aussi ferme qu'un ordre militaire. Si vous n'avez pas de motif valable, je vous suggère de partir. » Le ton monta. Leclerc, agacé, fit un signe de tête à Caron. « Va vérifier la maison. » Caron hésita, jetant un coup d'œil à Morel, qui semblait vouloir disparaître. Élise sentit son cœur s'accélérer, mais elle resta immobile, son regard fixé sur Leclerc. « Vous faites une grave erreur, dit-elle calmement, bien que la colère bouillonnât sous son contrôle. Caron et Morel se dirigèrent vers la porte d'entrée, leur pas lourd résonnant sur le gravier. Claire Beaumont, toujours à distance, sortit son propre téléphone et composa un numéro, murmurant quelque chose à propos d'un avocat. Antoine, quant à lui, ajusta l'angle de son téléphone, capturant chaque instant avec une précision nerveuse. Leclerc resta face à Élise, son attitude défiant toute conciliation. « Vous pensez que vous pouvez nous donner des ordres » lança-t-il, sa main frôlant son holster. Élise ne s'y a pas. « Je ne donne pas d'ordre. Je vous rappelle la loi. » À cet instant, un craquement résonna depuis la maison. Caron et Morel venaient d'entrer sans autorisation. Élise serra les poings, son sang-froid mis à l'épreuve. « Vous violez ma propriété, dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Et vous le regretterez. » Leclerc ricana, mais une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. Il ne répondit pas, se contentant de parler dans sa radio. Caron, quoi de neuf là-dedans? À l'intérieur, la maison d'Elmure. Caron et Morel avançaient prudemment, leurs bottes résonnant sur le parquet ciré. La décoration était sobre mais élégante, avec des cartons encore empilés dans un coin, témoins d'un emménagement récent. Sur un mur du salon, des plaques militaires et des certificats encadrés attiraient l'attention. Caron s'arrêta net devant une photo où Élise, en uniforme de colonel, posait aux côtés du ministre de la Défense et du préfet de police lors d'une cérémonie officielle. « Merde » murmura-t-il, son visage blêmissant. Morel, qui feuilletait une pile de courriers sur une console, releva les yeux. « C'est quoi » demanda-t-il, sa voix tremblante. Caron pointa la photo. « C'est une colonelle. Et elle connaît du monde. On est dans la merde. » Morel déglutit, son regard passant des décorations militaires au visage sévère d'Élise sur la photo. « Il faut sortir d'ici » souffla-t-il. Dehors, Élise continuait de fixer Leclerc, dont l'assurance vacillait légèrement. La radio crépita. « Leclerc, on a un problème, dit la voix paniquée de Caron. Elle est colonel. Et elle a des relations. » Leclerc serra la mâchoire, mais son expression trahissait une hésitation. « Bus. Qu'est-ce qui vous arrive, officier ?» lança Élise, son ton glacial. « Vous semblez surpris. » Leclerc ignora la remarque, aboyant dans sa radio. « Sortez, maintenant. » Quelques instants plus tard, Caron et Morel réapparurent, leurs visages pâles. Caron évita le regard d'Élise, tandis que Morel semblait prêt à s'excuser. « On devrait y aller, » murmura Caron à Leclerc, qui fulminait. « Pourquoi » grogna-t-il. Caron se pencha, chuchotant. « C'est la colonelle Élise Dubois.
Elle a des liens avec le préfet et le ministre. Élise croisa les bras, un sourire froid aux lèvres. Vous avez fait une terrible erreur, dit-elle, sa voix coupante comme une lame. Leclerc, furieux, s'avança d'un pas. Vous pensez que votre grade vous rend intouchable? Élise ne broncha pas. Non. Mais la loi, oui. Et vous l'avez violée. À cet instant, Leclerc, poussé à bout, porta la main à son arme et la dégaina, la pointant sur Élise. Asseyez-vous, maintenant. Ordonna-t-il. Élise resta immobile, son cœur battant à tout rompre, mais son entraînement militaire la maintint calme. Pointer une arme sur une citoyenne non armée sur sa propre propriété, dit-elle, sa voix teintée de sarcasme. Très courageux. Morel s'avança, paniqué. Leclerc, baisse ça. Implora-t-il. Ça va trop loin. Mais Leclerc, les yeux flamboyants, resserra sa prise sur l'arme. Elle n'est pas en charge ici. Cracha-t-il. Claire Beaumont, toujours à distance, parlait à présent avec animation au téléphone, son visage crispé. Antoine, le jogueur, continuait de filmer, son souffle court. Élise, face au canon de l'arme, soutint le regard de Leclerc. Vous avez déjà perdu, dit-elle, sa voix ferme comme l'acier. Caron posa une main sur l'épaule de Leclerc. Ça suffit. On part. À contre-cœur, Leclerc baissa son arme, son visage rouge de frustration. Sans un mot de plus, les trois officiers regagnèrent leur voiture. Élise resta immobile jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue. Puis, elle rentra chez elle, verrouilla la porte et vérifia les enregistrements de sa caméra de surveillance. Chaque mot, chaque geste était capturé. Elle sauvegarda le fichier, prit son téléphone et composa un numéro. Ici la colonelle Élise Dubois, dit-elle d'une voix posée mais déterminée. Je veux signaler un incident de mauvaise conduite policière. Dehors, Claire Beaumont raccrocha son téléphone, un sourire satisfait aux lèvres. Elle avait contacté maître Vincent Rouget, un avocat connu pour son intégrité. Antoine, quant à lui, posta sa vidéo sur les réseaux sociaux, où elle commença à circuler, attirant déjà des commentaires indignés. Élise, seule dans son salon, fixa l'écran de son ordinateur, où les images de l'incident tournaient en boucle. Ce n'était pas seulement une question de propriété ou de fierté personnelle. C'était une question de justice, de pouvoir mal utilisé, et de dignité bafouée. Elle savait que ce combat ne faisait que commencer, et elle était prête à le mener jusqu'au bout. Dans le silence oppressant de sa villa à Pinterest Meadows, Élise Dubois fixait l'écran de son ordinateur, les images de sa caméra de surveillance défilant en boucle. Chaque instant de l'altercation avec les officiers Martin Leclerc, Julien Caron et Lucas Morel étaient capturés avec une clarté implacable, l'arrogance de Leclerc, le ricanement de Caron, l'hésitation de Morel, et, surtout, le moment où Leclerc avait pointé son arme sur elle, une citoyenne désarmée sur sa propre propriété. Élise, ancienne colonelle de l'armée française, avait affronté des situations bien plus périlleuses au cours de ses 20 ans de service, mais cette intrusion dans son sanctuaire personnel portait une blessure différente, plus insidieuse. Ce n'était pas seulement une question d'autorité bafouée, c'était une attaque contre sa dignité, contre son droit d'exister librement dans l'espace qu'elle avait conquis par des années de sacrifice. Elle sauvegarda le fichier vidéo, son visage impassible mais ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline contenue. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'un mal plus profond, d'un système où le pouvoir, mal contrôlé, pouvait écraser l'individu sans conséquence. Elle ferma son ordinateur et se dirigea vers le salon, où les cartons encore fermés témoignaient de son emménagement récent. Sur le mur, ses décorations militaires, médailles, certificats, une photo d'elle en uniforme aux côtés du ministre de la Défense lors d'une cérémonie à Paris, semblaient ne la regarder, comme pour lui rappeler qui elle était. Élise n'était pas femme à plier, ni face à l'ennemi sur un champ de bataille, ni face à l'injustice dans son propre jardin. Elle prit une profonde inspiration, recentrant son esprit comme elle l'avait appris dans les moments de crise.
Puis, elle décrocha son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Paul, c'est Élise. » dit-elle d'une voix ferme lorsque son interlocuteur décrocha. Paul Delacroix, préfet de police et ancien camarade de promotion à Saint-Cyr, répondit avec une chaleur teintée d'inquiétude. « Élise, que se passe-t-il ? Tonton ne me dit rien qui vaille. » En quelques phrases précises, Élise relata l'incident, son débit militaire ne laissant place à aucune émotion superflue. « J'ai les preuves en vidéo, Paul. Ils sont entrés sans mandat, et l'un d'eux a sorti son arme. Je ne laisserai pas ça passer. » Un silence lourd suivit, puis Delacroix répondit, sa voix durcie. « Envoie-moi tout. Je m'en occupe personnellement. » À l'extérieur, le quartier de Pinnerest Meadows reprenait son calme apparent, mais une tempête se préparait. Claire Beaumont, la voisine qui avait observé la scène depuis son jardin, était déjà au téléphone avec maître Vincent Rouget, un avocat réputé pour son intégrité et son engagement dans les affaires de droit civil. Claire, avec son allure élégante et son chignon impeccable, incarnait la bourgeoisie cultivée de la région, mais elle n'était pas du genre à fermer les yeux sur l'injustice. « Vincent, c'est grave, dit-elle, sa voix vibrante d'indignation. Ils ont traité cette femme comme une criminelle, et tout ça sous mes yeux. Elle est colonel, bon sang. » Rouget, un homme au timbre posé mais à l'esprit acéré, l'écouta attentivement. « Claire, je vais venir. Dis à cette dame de ne rien dire à la police sans moi. Et si elle a des preuves, qu'elle les garde précieusement. » Claire acquiesça, jetant un regard vers la villa d'Élise, où les lumières du salon brillaient doucement dans la pénombre naissante. Pendant ce temps, la vidéo filmée par Antoine Lefebvre, le jogueur, commençait à faire des vagues. Antoine, un ingénieur informatique passionné de course à pied, avait posté les images sur un réseau social, accompagné d'un commentaire laconique, « Incident troublant à Pinnerest Meadows. Une femme harcelée par la police chez elle. » En quelques heures, la vidéo avait été partagée des centaines de fois, attirant l'attention d'une activiste locale, Sophie Garnier. Sophie, une trentenaire énergique aux cheveux courts et au regard perçant, dirigeait une association militant pour la justice sociale. En visionnant la vidéo, elle reconnut immédiatement le schéma, une femme noire, visiblement à l'aise financièrement, ciblée par des officiers qui semblaient remettre en question sa légitimité dans un quartier huppé. « Ça ne peut plus durer, murmura-t-elle, tapant frénétiquement sur son clavier pour organiser une réunion d'urgence avec son groupe. Elle envoya également un message à Antoine, lui demandant s'il pouvait la mettre en contact avec la femme de la vidéo. À l'intérieur de la maison d'Élise, Caron et Morel avaient laissé un désordre discret mais perceptible. Une chaise légèrement déplacée, une pile de courriers renversés, autant de traces de leur intrusion illégale. Élise, méthodique, prit des photos de chaque détail avant de tout remettre en ordre. Elle savait que chaque preuve compterait. Lorsque la sonnette retentit, elle sursauta légèrement, mais se ressaisit immédiatement. À travers le judas, elle aperçut Claire Beaumont, accompagnée d'un homme en costume gris, grand et mince, dont les lunettes rondes accentuaient un air d'intellectuel. Élise ouvrit la porte, son expression neutre mais vigilante. « Madame Dubois, je présume ?» dit l'homme avec un sourire courtois. « Je suis Vincent Rouget, avocat. Et voici Claire Beaumont, votre voisine, qui m'a alerté. Puis-je entrer ?» Élise les invita à l'intérieur, son regard scrutant Rouget avec une méfiance instinctive. Mais la sincérité dans les yeux de Claire la convainquit de leur accorder un moment. Assis dans le salon, autour d'une table basse encore encombrée de cartons, Élise raconta l'incident avec une précision militaire, omettant aucun détail. Rouget prenait des notes, son stylo glissant sur le papier avec une rapidité impressionnante. « Vous avez la vidéo, dites-vous » demanda-t-il, levant les yeux. Élise hocha la tête et fit défiler les images sur son ordinateur portable. Claire étouffa un hoquet en voyant Leclerc pointer son arme, et Rouget fronça les sourcils, son visage durcissant. « C'est inadmissible, murmura-t-il. Une violation claire des droits fondamentaux. Avec votre permission, je peux porter plainte immédiatement. Mais il faut aussi envisager une stratégie médiatique. Cette vidéo, si elle est rendue publique,
pourrait avoir un impact considérable. Élise hésita. Elle n'aimait pas l'idée de devenir un symbole ou une figure publique. Elle voulait simplement que justice soit faite. Je ne cherche pas la gloire, répondit-elle, sa voix ferme. Mais si cela peut empêcher que d'autres subissent que la même chose, je suis prête à aller jusqu'au bout. De son côté, Leclerc, Caron et Morel étaient rentrés au commissariat, l'atmosphère dans leur voiture lourde de tension. Leclerc, toujours furieux, frappait le volant du poing. Elle croit qu'elle peut nous humilier comme ça ? Grogna-t-il. Caron, plus prudent, secouait la tête. Martin, on a merdé. Elle est colonel, et elle connaît du monde. On aurait dû vérifier avant. Morel, silencieux jusque-là, osa intervenir. On n'aurait pas dû entrer sans mandat. C'était illégal. Leclerc lui lança un regard assassin à travers le rétroviseur. Ferme-la, gamin. Tu veux une médaille pour tes états d'âme ? Morel se tut, mais son malaise était palpable. Au commissariat, les trois hommes furent convoqués par leur supérieur, le commandant Étienne Blanchard, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années de service. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Aboya-t-il, brandissant son téléphone où la vidéo d'Antoine tournait déjà. Aussi, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Leclerc tenta de se justifier, invoquant des signalements suspects, mais Blanchard l'interrompit. Vous êtes suspendus, tous les trois. En attendant une enquête interne. Sortez d'ici. Le lendemain matin, Élise se réveilla tôt, comme à son habitude. Elle enfila un tailleur noir, sobre mais élégant, et se rendit au cabinet de Maître Rouget pour finaliser la plainte. En chemin, elle reçut un appel de Paul Delacroix. Élise, j'ai visionné la vidéo. C'est un scandale. Les officiers sont suspendus, et une enquête est ouverte. Mais ça va faire du bruit. Prépare-toi. Élise acquiesça, son regard fixé sur la route. Je suis prête, Paul. Au cabinet, Rouget lui présenta un plan d'action, dépôt de plainte pour intrusion illégale, harcèlement et menaces avec armes, suivi d'une demande de réunion avec le préfet pour exiger des réformes. Nous pouvons aussi transmettre la vidéo aux médias, ajouta-t-il. Sophie Garnier, une activiste locale, souhaite vous rencontrer. Elle pense que votre histoire peut galvaniser le débat public. Élise réfléchit un instant, puis hocha la tête. D'accord. Mais je veux que ça reste centré sur les faits, pas sur moi. L'après-midi, Élise rencontra Sophie dans un café discret en périphérie de Pinnerest Meadows. Sophie, avec son énergie débordante et son franc-parler, contrastait avec le calme mesuré d'Élise, mais les deux femmes se comprirent immédiatement. Votre histoire, c'est celle de trop, dit Sophie, ses yeux brillants d'indignation. Les gens en ont assez des abus. Si vous êtes d'accord, nous pouvons organiser une manifestation pacifique devant le commissariat. Élise, toujours réservée, accepta à condition que l'événement reste respectueux et constructif. Je ne veux pas de violence, insista-t-elle. Sophie sourit. On est sur la même longueur d'onde. Pendant ce temps, la vidéo d'Antoine continuait de se propager, atteignant désormais les chaînes d'information nationales. Les commentateurs débattaient avec véhémence, certains dénonçant un abus policier flagrant, d'autres minimisant l'incident comme une erreur de jugement. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Mais justice pour Élise et Pas de stop abus policier commençaient à émerger, portés par des milliers d'internautes. Antoine, dépassé par l'ampleur de la situation, reçut un message de Sophie, qui le remercia pour son courage. Vous avez allumé une étincelle, écrivit-elle. Antoine, modestement, répondit, je n'ai fait que filmer. C'est elle qui a tenu tête. Le soir, Élise rentra chez elle, épuisée mais déterminée.
Elle alluma la télévision, où un journaliste analysait l'incident, diffusant des extraits floutés de la vidéo. Elle éteignit l'écran, préférant le silence. Assise dans son salon, elle relut les notes prises avec Rouget, son esprit déjà tourné vers les prochaines étapes. Elle savait que la route serait longue, que l'attention médiatique pouvait être une arme à double tranchant. Mais elle n'était pas seule. Claire, Antoine, Sophie, et même Paul Delacroix formaient un réseau inattendu d'alliés. Et derrière eux, une communauté entière commençait à se réveiller, prête à exiger des comptes. Dehors, les lumières de Pinterest Meadows scintillaient doucement, masquant les tensions qui couvrent. Élise se leva, ouvrit la porte-fenêtre donnant sur son jardin, et respira l'air frais de la nuit. Elle pensa à toutes les fois où elle avait dû se battre, sur des champs de bataille lointains, dans des salles de réunion dominées par des hommes, et maintenant, ici, dans son propre foyer. Chaque combat l'avait renforcée, chaque injustice l'avait rendue plus résolue. Elle referma la porte, son regard dur comme l'acier. Ce n'était que le début. Dans la lumière crue d'une salle de conférence bondée, Élise Dubois se tenait droite, son uniforme militaire impeccable, ses décorations scintillant sous les néons. La salle, située au cœur du commissariat de Pinterest Meadows, vibrait d'une énergie électrique. Journalistes, caméras, officiels au visage tendu, tous les regards convergeaient vers elle et le préfet de police, Paul Delacroix, qui s'apprêtait à prendre la parole. Quelques semaines seulement s'étaient écoulées depuis l'incident dans son jardin, mais l'onde de choc avait transformé un affront personnel en un mouvement national. La vidéo, diffusée d'abord par Antoine Lefèvre, puis amplifiée par les médias et l'activisme de Sophie Garnier, avait enflammé les débats. Les hashtags #justice et pour Élise et réforme policière dominaient les réseaux sociaux, et des manifestations pacifiques s'étaient organisées dans plusieurs villes. Élise, pourtant, restait fidèle à elle-même, réservée, méthodique, refusant de se laisser emporter par la ferveur médiatique. Elle n'était pas là pour la gloire, mais pour la justice, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été humiliés par un système défaillant. Paul Delacroix monta au pupitre, son visage grave mais déterminé. « Mesdames et messieurs, bon après-midi », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Nous sommes réunis pour aborder un incident qui a secoué notre communauté et révélé des failles profondes dans notre institution. Il ne chercha pas à édulcorer les faits. L'enquête interne, menée avec une rapidité inhabituelle sous la pression publique, avait confirmé ce que la vidéo montrait, un abus de pouvoir flagrant, teinté de préjugés. L'officier Martin Leclerc, poursuivi Delacroix, son ton durcissant, a pointé une arme sur une citoyenne sans motif valable, une colonelle décorée de l'armée française. Il a été inculpé pour agression avec arme et abus de pouvoir. Il a été arrêté ce matin et est actuellement en détention. Un murmure parcourut la salle, mélange de choc et de satisfaction. Delacroix leva une main pour rétablir le calme. Les officiers Julien Caron et Lucas Morel, qui sont entrés illégalement dans une propriété privée, ont été licenciés. Ils feront face à des sanctions administratives. Mais permettez-moi d'être clair, ceci n'est pas qu'une affaire de discipline interne. C'est une remise en question de notre système tout entier. Élise, debout à ses côtés, observait la foule. Son regard, froid et inébranlable, semblait transpercer chaque personne présente. Elle nota les visages des journalistes, certains avides de scoop, d'autres visiblement émus. Elle aperçut aussi Claire Beaumont, sa voisine, assise au 3e rang, un sourire discret mais fier sur les lèvres. Antoine Lefèvre était là également, un peu en retrait, son téléphone éteint pour une fois, son regard fixé sur elle avec un mélange d'admiration et de gêne. Sophie Garnier, quant à elle, se tenait près de la porte, entourée de membres de son association, ses yeux brillants d'une énergie combative. Delacroix se tourna vers Élise. « Colonel Dubois, souhaitez-vous prendre la parole ?» demanda-t-il, son ton empreint de respect. Élise s'avança, ses bottes claquant sur le carrelage avec une précision militaire. Elle ajusta le micro, son regard balayant la salle comme un général passant en revue ses troupes. « Ça c'est, merci, préfet Delacroix. » commença-t-elle, sa voix claire et tranchante. « Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi.
Il s'agit de chaque femme noire qui s'est vue dire qu'elle n'avait pas sa place. De chaque propriétaire traité comme un suspect. De chaque citoyen humilié face à un badge. Elle marqua une pause, laissant ses mots résonner. La salle était suspendue à ses lèvres. J'ai porté cet uniforme pour mon pays. J'ai combattu pour la justice à l'étranger. Mais dans mon propre jardin, j'ai failli être réduite au silence. Cela est inacceptable. Un silence lourd suivit, bientôt brisé par des applaudissements, d'abord timides, puis assourdissants. Élise poursuivit, imperturbable. Ce n'est pas seulement une question de 3 officiers. C'est une question de système, un système qui permet à de tels comportements de prospérer. Ce jour-là, j'ai gardé mon calme, mais je n'étais pas en sécurité. J'ai dû compter sur une caméra pour prouver mon humanité. Ce n'est pas de la justice. C'est de la survie. Les applaudissements reprirent, plus forts encore. Élise recula d'un pas, son visage impassible, mais son regard brûlait d'une détermination farouche. Delacroix, visiblement ému, reprit la parole pour annoncer une série de réformes immédiates, formations obligatoires sur les préjugés et la désescalade, utilisation systématique de caméras corporelles avec des sanctions sévères en cas de désactivation, et la création d'un conseil citoyen pour superviser les plaintes contre la police. Nous avons échoué ? Admit-il, sa voix tremblante. À la colonelle Dubois, et à chaque membre de cette communauté qui s'est senti impuissant face à notre système, nous ne présentons pas d'excuses. Nous présentons des actes. Cela ne se reproduira plus. Élise hocha la tête, un geste presque imperceptible, mais qui valait tous les discours. Après la conférence, la salle se vida dans un brouhaha de conversations animées. Les journalistes se pressaient pour obtenir des interviews, mais Élise déclina poliment, préférant s'éclipser avec Claire et Sophie. Dans un café discret, loin des caméras, les 3 femmes s'assirent autour d'une table ronde, leur tasse fumante dégageant un arôme réconfortant. Vous avez été incroyable, dit Claire, son regard chaleureux. Vous avez donné une voix à tant de gens. Sophie, plus directe, ajouta, Élise, vous êtes une force. Mais ce n'est que le début. Les réformes, c'est bien, mais il faut du suivi, de la pression constante. Élise esquissa un sourire, le premier de la journée. Je sais. Et je ne m'arrêterai pas. Mais je veux que ça reste centré sur le changement, pas sur moi. Les jours suivants, les réformes annoncées commencèrent à prendre forme. Des sessions de formation furent organisées, bien que certains officiers y assistent avec réticence. Les caméras corporelles devinrent obligatoires, et le conseil citoyen, auquel Sophie s'était portée volontaire, tint sa première réunion, accueillant des témoignages de résidents qui partageaient leurs propres expériences d'abus. Élise, fidèle à sa nature discrète, évita les projecteurs, mais accepta de parler lors d'un forum communautaire organisé par Sophie. Là, elle rencontra Camille, une étudiante en droit de 20 ans, dont les yeux pétillaient d'admiration. « Votre histoire m'a poussé à m'engager », confia Camille, serrant un carnet contre elle. « Je veux devenir avocate pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. » Élise posa une main sur son épaule, son regard empreint de bienveillance. C'est un chemin difficile, mais honorable. Reste fidèle à tes valeurs, et tu feras la différence. Pendant ce temps, le procès de Martin Leclerc approchait. Élise, convoquée comme témoin principal, se prépara avec l'aide de Maître Rouget. La salle d'audience était pleine à craquer, les caméras des chaînes nationales braquaient sur les débats. Élise, en uniforme, témoigna avec une clarté implacable, décrivant l'incident avec une précision qui fit taire la salle. La vidéo de surveillance fut diffusée, montrant Leclerc pointant son arme, Caron et Morel pénétrant illégalement dans sa maison. Les murmures de la foule devinrent des exclamations étouffées lorsque l'image s'arrêta sur le visage menaçant de Leclerc. L'avocat de la défense tenta de plaider une « situation sous pression », mais la juge, une femme au regard perçant, balaya l'argument.
Après plusieurs jours de délibération, le verdict tomba, coupable. Leclerc fut condamné à 5 ans de prison pour agression avec arme et abus de pouvoir. Caron et Morel, bien que non poursuivis pénalement, furent radiés de la police, leurs carrières brisées. Pour Élise, le verdict était une victoire, mais elle savait que la justice ne se limitait pas à une condamnation. Elle continua à s'impliquer discrètement, participant à des réunions communautaires, mentorant des jeunes comme Camille, et travaillant avec Sophie pour maintenir la pression sur les réformes. Claire Beaumont devint une alliée fidèle, organisant des événements de quartier pour renforcer la solidarité. Antoine, quant à lui, poursuivit son engagement en ligne, partageant des informations sur les progrès des réformes. Un soir, alors qu'Élise préparait une intervention pour une école locale, son téléphone vibra. Un message anonyme apparut. « Vous avez changé des vies. Ne vous arrêtez pas. » Elle fixa l'écran un long moment, un sourire déterminé se dessinant sur ses lèvres. À Pinterest Meadows, la vie reprenait son cours, mais l'atmosphère avait changé. Les voisins, autrefois distants, se saluaient avec plus de chaleur. Les discussions dans les cafés portèrent sur la justice, l'égalité, le pouvoir. Élise, assise sur son perron un matin ensoleillé, savourait une tasse de thé, son regard perdu dans les arbres. Une jeune femme du quartier, Camille, passa devant la maison, un sourire timide aux lèvres. « Colonel Dubois » appela-t-elle. Élise leva les yeux, amusée. « Juste, Élise, ça suffira. » Camille s'approcha, son carnet toujours en main. « Je voulais juste dire merci. Vous m'avez donné envie de croire qu'on peut changer les choses. » Élise hocha la tête, son expression douce mais résolue. « Crois-y, Camille. Mais souviens-toi, le changement, c'est un marathon, pas un sprint. » Le soleil montait dans le ciel, baignant Pinterest Meadows d'une lumière dorée. L'histoire d'Élise, devenue un symbole de résistance, continuait d'inspirer au-delà des frontières du quartier. Dans les écoles de droit, les académies de police, les salles de réunion, on étudiait son cas comme un tournant dans la lutte pour la responsabilité et la réforme. Sa villa, autrefois un simple refuge, était désormais un bastion, un lieu où elle se préparait pour les batailles à venir. Car Élise le savait, la justice n'était pas une destination, mais un chemin semé d'embûches, qu'elle parcourait avec la même détermination qu'il avait portée sur les champs de bataille. Et à chaque pas, elle voyait des lueurs d'espoir, dans les yeux de Camille, dans les actions de Sophie, dans la solidarité de Claire et d'Antoine. La lutte continuait, et elle était prête. L'histoire d'Élise Dubois dans Une voix contre l'injustice résonne comme un cri de ralliement, un rappel puissant que le courage individuel peut défier l'injustice systémique. En tant que Française, cette histoire touche une corde sensible, car elle reflète des valeurs chères à notre culture, la dignité, la justice et la défense des droits de chacun. Élise, avec son passé de colonel, incarne une force tranquille, un mélange de discipline militaire et de résilience face à l'adversité. Ce qui m'a profondément marqué, c'est sa capacité à rester calme sous la menace, à transformer une humiliation personnelle en un combat pour le bien commun. Cette posture, à la fois digne et déterminée, évoque l'esprit de figures françaises comme Simone Veil, qui ont lutté avec élégance et fermeté pour des causes justes. Le premier enseignement que je tire de cette histoire est l'importance de connaître ses droits. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide notre identité, il est crucial de comprendre les lois qui protégeaient notre dignité. Élise n'a pas cédé face à l'intimidation, car elle savait que la loi était de son côté. Cela m'incite à me renseigner davantage sur mes droits civils, que ce soit face à une autorité ou dans la vie quotidienne, pour ne jamais me laisser réduire au silence. Par exemple, dans une situation où je pourrais être confronté à une injustice, qu'il s'agisse d'une discrimination au travail ou d'un abus d'autorité, je m'efforcerai de garder mon sang-froid et de m'appuyer sur des preuves, comme Élise l'a fait avec sa vidéo de surveillance. Un autre aspect frappant est la puissance de la communauté. Sans Claire, Antoine, Sophie et même Paul Delacroix, l'histoire d'Élise n'aurait pas eu un tel impact. En France, la solidarité est une valeur ancrée, que l'on retrouve dans les associations, les manifestations pacifiques ou les discussions animées dans les cafés. Cette histoire me pousse à m'impliquer davantage dans ma communauté,
que ce soit en soutenant une cause locale ou en participant à des forums citoyens. Par exemple, je pourrais rejoindre un groupe de quartier pour promouvoir l'égalité ou m'engager dans des initiatives éducatives, comme Élise lorsqu'elle mentore des jeunes. Chaque petit geste compte pour construire un tissu social plus juste. Enfin, l'histoire met en lumière la nécessité de persévérer. Les réformes annoncées à la fin du récit, formation, caméra corporelle, conseil citoyen, ne sont qu'un début. En France, où les débats sur la police et les discriminations sont souvent vifs, cette leçon est essentielle. Le changement systémique demande du temps, de la vigilance et une pression constante. Cela m'inspire à ne pas me contenter de victoires ponctuelles, mais à m'engager sur le long terme, que ce soit en votant pour des politiques progressistes ou en participant à des dialogues sur la justice sociale. Comme Élise, je veux transformer l'indignation en action concrète. Cette histoire m'a fait réfléchir à ma propre responsabilité. Combien de fois ai-je fermé les yeux sur une injustice par peur ou par commodité? Élise m'apprend que le silence n'est pas une option. Dans ma vie quotidienne, je m'efforcerai d'être plus attentif aux petites injustices, un commentaire déplacé, une discrimination subtile, et de les confronter avec calme et fermeté. En tant que Français, nous avons une tradition de débat et de résistance. Cette histoire me rappelle que chacun de nous peut être un acteur de changement, même à petite échelle. Cette histoire d'Élise Dubois est un appel à ne pas rester passif. Si ce récit vous a touché, agissez. Cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la pour amplifier le message, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire inspirante. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Que vous inspire cette lutte pour la justice? Comment pouvons-nous, ensemble, bâtir un avenir plus équitable? Votre voix compte, alors rejoignez la conversation.